Il est hors de question que Internet existe et qu'on commette encore les mêmes erreurs que d'autres personnes ont commis par le passé, alors qu'on avait la possibilité de chercher et de tomber sur ces informations. Donc, je fais pour vous ce travail et je viens juste partager l'information avec vous. Cette fois-ci, il s'agit d'un article qui a été publié le 20 juillet 2023. Un couple français qui arrive au Canada avec un permis d'études pour l'un et un permis de travail ouvert pour l'autre, qui 5 ans après vont malheureusement devoir quitter le territoire parce que ceux-ci ont suivi le mauvais conseil d'un agent frontalier. Bon, la vidéo est accompagnée d'un petit reportage que je vais partager à la fin de cette vidéo parce que le reportage n'explique pas trop les raisons pour lesquelles on demande de quitter le territoire. Le reportage parle plutôt de l'engouement de la communauté qui essaie de trouver des moyens afin que ceux-ci restent sur place. Mais c'est plutôt l'article dans les écrits qui détaillent pourquoi est-ce qu'on demande au couple de quitter le territoire. C'est vrai que ce n'est pas un article récent, un truc qui s'est passé en 2023, mais ici, en partageant cela avec vous, je veux qu'on retienne le fond. Si ils ont vécu cela, même si c'était en 1990, dès lors que quelqu'un a vécu cela, on se doit d'apprendre de la situation de la personne afin d'éviter que cela nous arrive. Et moi, je veux que vous ayez une immigration assez tranquille, que vous ne voyagez pas et une fois sur le territoire, vous vous mettez encore à stresser. Vous avez par exemple, si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite à aller le faire. Il ne faut pas qu'on vive les mêmes situations que les autres. La vidéo précédente, vous voyez que la dame arrive au Canada en 2016 et 8 ans après, on lui demande de quitter le territoire pour un faux document, alors que celle-ci n'était même pas au courant que son agent avait utilisé un faux document. Cette fois-ci, c'est un couple français qui va appliquer le conseil d'un agent fédéral et va se rendre compte que c'était la pire erreur de leur vie. Bon, j'arrête de blablater et je m'en vais à la lecture de l'article. Article publié le 20 juillet 2023 à 18h09. Des Français installés à Saint-Raymond risquent l'expulsion pour une erreur administrative. Originaires de France, Maëlys et Guillaume sont installés dans Port-Neuf avec leurs 2 enfants depuis 2018. À cause de ce qu'ils estiment être l'erreur d'un employé de l'Agence des services frontaliers du Canada, ils risquent maintenant d'être expulsés du Canada. Rencontrés par Radio-Canada au dépanneur Grande Ligne, le commerce qu'ils exploitent à Saint-Raymond depuis 1 an et demi, le couple, aux yeux du gouvernement fédéral, n'est actuellement pas légal sur le territoire canadien. En cause, une demande d'asile déposée sur le conseil d'un employé fédéral en janvier 2022. On doit être parti avant le 15 août. C'est 5 ans de notre vie qu'on doit effacer en même pas 1 mois. Les faits. Arrivé au Québec en juillet 2018, respectivement grâce à un permis de travail ouvert et à un permis d'études, tous deux d'une durée d'1 an. Madame et monsieur ont entamé les démarches de renouvellement l'année suivante. À la fin 2019, le couple a reçu l'acceptation du ministère de l'Immigration du Québec. Incapable de soumettre les dossiers en ligne, il a envoyé les documents requis par courrier à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On a envoyé ça au fédéral et on est tombé dans la COVID, souffle madame. Sans réponse, le couple a contacté IRCC quelques mois plus tard. On lui a alors dit, même si les délais étaient à prévoir
en raison de la pandémie de ne pas s'inquiéter que leur statut était implicite. Le temps passait. En janvier 2022, un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada a convoqué le couple à son bureau et l'a informé que ses papiers n'ont jamais été traités puisqu'ils n'ont jamais été reçus, raconte Madame. L'employé fédéral leur aurait alors présenté deux options: quitter le pays ou faire une demande d'asile. Si la première option n'était pas envisageable et que la seconde soulevait quelques doutes, le couple a fait confiance à l'agent et opté pour cette dernière. Dans son bureau ce jour-là, il nous a fait la demande d'asile, dit Madame. C'est ça où vous partez, leur aurait-il dit. Un peu plus d'un an plus tard, après un rendez-vous à la cour en avril, la décision tombe en janvier 2023. Refus. Officiellement, le statut actuel de la famille est demandeur d'asile refusé. On s'en doute un peu, dit Madame. Pour nous, ce n'est pas une demande qui était accessible à des Français. Si elle convient que la France connaît des épisodes de terrorisme et que, pour la sécurité de nos enfants, le couple ne souhaite pas y retourner, elle est bien consciente que sa famille et elle ne répondent pas aux critères d'une demande d'asile au Canada. Tous les avocats nous ont dit, vous n'auriez jamais dû faire ça. Le 13 juillet, IRCC leur a annoncé qu'ils étaient en procédure de renvoi. Il n'y avait plus d'option. La décision était sans appel. Leur a-t-on indiqué. Impossible non plus pour eux de revenir à titre d'immigrants économiques. Aujourd'hui, 20 juillet, on doit fournir notre itinéraire d'avion, dit Madame. Les billets, eux, doivent être achetés le 20 juillet pour un départ du Canada avant le 15 août, ajoute-t-elle. Un statut mal identifié. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que cette procédure de statut qu'ils nous ont mis, on veut que ce soit annulé pour revenir dans un statut économique. Laisse tomber, Madame, émotive. Avec le dépanneur notamment, on prouve que économiquement, on est capable de subvenir à nos besoins. On n'a jamais rien demandé, on n'a jamais fait de demande d'aide depuis qu'on est là en 5 ans, ajoute-t-elle. Seul le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et des Citoyennetés, Saint Fraser, pourrait les aider, croit-elle. Entre-temps, elle plaide pour qu'on leur accorde un délai comme ils peuvent le donner à certains parce que la mesure de renvoi, elle est là. Quand il nous a conseillé de faire ça, une demande d'asile, il y a 1 an et demi, il nous a sorti complètement de la possibilité de faire des demandes autres que ça. Il le savait déjà à la base. Selon Joël Godin, député conservateur du Port-Neuf, peu de choses peuvent être faites dans ce dossier car nul n'est censé ignorer la loi, évoque-t-il. Ils vont devoir se conformer parce que malheureusement leur statut a été mal identifié au départ, soutient l'élu de la circonscription fédérale où se trouve le couple. Il aurait dû faire une demande de résidence permanente. Néanmoins, même si, compte tenu du caractère légal du dossier, il ne fonde qu'un très mince espoir là-dessus, Monsieur Godin s'engage à contacter le ministre Fraser pour qu'il intervienne. Considérant qu'il y a un tribunal administratif qui a pris une décision, les probabilités que le ministre aille à l'encontre de cette décision-là sont pratiquement nulles. C'est triste parce que c'est des gens très actifs dans le comté, laisse-t-il tomber. Mais c'est la parole d'un contre la parole de l'autre, ajoute le député.
Les instances fédérales ne commentent pas. Contacté par Radio-Canada, le cabinet du ministre Fraser a indiqué ne pas être en mesure de commenter ce cas spécifique. Son de cloche similaire du côté de l'Agence des services frontaliers du Canada. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada n'a pas non plus souhaité commenter. Nous comprenons que ce genre de situations sont incroyablement difficiles et compatissons avec les familles, a néanmoins indiqué par courriel une porte-parole de l'organisme. La décision de renvoyer quelqu'un du Canada n'est pas prise à la légère, assure-t-elle. Elle précise que toute personne menacée de renvoi a droit à une procédure régulière, mais une fois toutes les voies de recours épuisées, elle est renvoyée du Canada conformément à la loi canadienne. C'est tout pour l'article. Je vais mettre en description de la vidéo le lien pour ceux qui voudront la lire d'eux-mêmes. Waouh! C'est peut-être vrai que l'article est ancien, mais mes amis, on apprend énormément de ce cas. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous. Il est hors de question que mes abonnés voyagent une fois au Canada, vous stressez. Lorsqu'on a un statut temporaire comme moi ou peut-être comme vous demain, il est important de se cultiver, important de savoir ce qui se passe autour de nous, quels sont les différents cas, parce que nous-mêmes demain nous serons appelés à faire d'autres procédures administratives. Voilà pourquoi je partage cela avec vous. Finalement, ces demandes ont fait confiance à qui? Voilà un couple qui, après avoir écouté le conseil d'un agent frontalier, se retrouve dans une situation critique. La décision est tombée, on leur a refusé l'asile, ils doivent quitter le territoire parce qu'ils ont écouté le conseil d'un agent frontalier. Mais en même temps, qui doute du conseil d'un agent frontalier? C'est quelqu'un, quand il est devant toi, tu es sûr que le gars est censé connaître ce qu'il fait. Donc, quand il parle, tu exécutes parce que tu dis qu'il a reçu une formation pour ça. Il connaît ce qu'il fait. Lorsqu'il est en train de te parler, il sait ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'on doute de la parole d'un agent frontalier? Mais finalement, à la Lucie, je sens qu'on va douter de la parole de n'importe qui. Même si un consultant en immigration te dit quelque chose actuellement, je pense qu'il faut prendre un deuxième et un troisième avis. Voilà un couple 5 ans après qui doivent rentrer dans leur pays. Nous savons tous que en étranger, ce n'est pas facile de s'en sortir. À 5 ans, les gars ont réussi à bagarrer avec 2 enfants à la charge. Ils ont réussi à se débrouiller jusqu'à avoir un dépanneur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un dépanneur, ce sont des petites boutiques, les boutiques du quartier là, donc les petits trucs qui sont là pour t'aider dans les premières nécessités. Parce que les supermarchés se trouvent parfois à des grandes distances, donc un peu de partout. Ils posent des petites boutiques et vraiment c'est là pour aider, pour dépanner. Voilà pourquoi le nom c'est dépanneur. Donc voilà un couple qui arrive en moins de 5 ans, réussit à être pour leur propre patron, à avoir le business, mais malheureusement à cause du mauvais conseil d'un agent frontalier vont quitter le territoire. Et on se rend compte même que le type-ci, le député conservateur du Port-Neuf dit que malheureusement, c'est comme s'il ne pourra pas être d'une grande utilité. Bon, je ne sais pas si le couple sera finalement déporté parce que les dates étaient le 15 août selon ce qu'ils ont dit. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé la suite de l'article. Ce qui m'intéressait ici, c'était les raisons pour lesquelles on les demandait de quitter. S'ils ne sont pas rentrés en France, tant mieux pour eux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est leur situation et les leçons qu'on peut tirer de leur cas. Vous, quelles sont les leçons que vous tirez après la lecture de cet article? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Situation vraiment, vraiment déplorable. Bon, moi, je vais passer à mes petits conseils. Je dirais, premièrement, de faire très attention aux conseils que vous recevez. Avec le cas, on comprend que lorsque quelqu'un te conseille, surtout dans une décision qui te sera vraiment cruciale,
il faut prendre un deuxième, un troisième avis. Vous êtes en train de constater que finalement, même la parole de l'agent frontalier est à douter. Si on doute de la parole de l'agent frontalier, on doit aussi douter de la parole de nos consultants. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés dans les décisions qui concernent toute une vie. Mais c'est quand même vrai que tu ne te places pas devant un agent frontalier, il parle et tu doutes. Mais si aujourd'hui Internet existe, si on est capable de faire les recherches et de tomber sur les articles pareils, il faut aussi qu'on comprenne que devant les agents, aujourd'hui là, on doit douter, on doit prendre un deuxième, un troisième avis parce que eux-mêmes ils disent, tous les avocats qu'ils ont rencontrés leur ont dit que ils ne pouvaient plus, que c'était la pire erreur, ils n'auraient jamais dû le faire. Donc, s'ils étaient arrivés devant le monsieur, que le monsieur avait parlé, qu'ils avaient dit, ok, on a compris, on vous revient, qu'ils étaient partis prendre conseil à l'heure, ils n'auraient jamais fait cela et les gars auraient continué leur procédure normalement. Bon, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est lorsque vous êtes en procédure d'immigration et que vous soumettez vos documents, si vous faites tout pour avoir une traçabilité. Parce que dans le cas, je me pose même les questions. Lorsqu'on envoie un courrier par poste, on a forcément un accusé de réception ou on n'a pas. Bon, je n'ai jamais envoyé un courrier jusqu'à présent par la poste, mais je crois qu'il y a l'accusé de réception. L'accusé de réception de leur envoi des documents papier est passé où? C'est vrai que depuis la COVID, on a fait en sorte que les demandes se font exclusivement en ligne, mais il peut arriver que vous avez certains documents que vous devez envoyer en papier. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous êtes dans une procédure et que vous voulez envoyer des documents en version papier, faites tout pour avoir une preuve de cet envoi, même si vous devez vous filmer en train de partir à la poste, faites-le. Même si vous êtes à la poste, ouvrez l'enveloppe. Faites tout ce que vous pouvez faire pour avoir une preuve. Et si c'est possible, payez un peu plus cher pour avoir le tracking, pour vous assurer d'avoir les accusés de réception et tout. Ça vous sera vraiment utile. Parce que si ce couple, je me dis que si ce couple avait néanmoins, ne serait-ce que eu un papier qui prouvait qu'ils avaient envoyé la version papier de leurs documents, c'est qu'ils ne seraient pas arrivés à cette étape, c'est qu'ils devaient juste avoir eu des recours. Parce que oui, c'est vrai, lorsque tu es en procédure lorsque tu es en train de faire une demande et que la décision n'est pas encore tombée, tu as un statut implicite. Si vous voulez plus savoir sur c'est quoi le statut implicite, laissez-le en commentaire et je ferai une entière vidéo dessus. Donc, le couple, voilà un couple qui est resté juste parce qu'ils n'ont pas pu prouver que nous vous avons envoyé un papier, nos documents en version papier se sont retrouvés dans une situation très très compliquée alors que le plus dur avait déjà été fait. Ils avaient reçu le certificat de sélection du Québec. Donc faites vraiment très attention. Si au cours d'une procédure il y a une version papier que vous devez envoyer, faites tout pour avoir les preuves. Et si votre demande est faite en numérique, pardon, je vous en prie, faites les captures d'écran des accusés de réception, gardez quelque part. Les ordinateurs peuvent se gâter, les téléphones peuvent se gâter. Essayez de sauvegarder les preuves quelque part. Bon, je suppose que quand on entre dans son compte en ligne, on retrouve cela, mais on n'est jamais à l'abri. Il peut y avoir un crack du système. Nous savons tous qu'avec l'informatique, ce n'est jamais garanti à 100%. Un jour, on peut te dire que le système a bugué et quelque chose a arrivé. Ils ont perdu les documents. Donc, si vous êtes en procédure d'immigration, même si c'est un truc en ligne, sauvegardez les informations importantes ailleurs. Votre téléphone peut se gâter, votre ordinateur. Imprimez des copies, imprimez les versions papier, imprimez en version papier, gardez quelque part. Ayez toujours quelque chose qui pourra justifier. Ça, c'était le deuxième. Oui, j'ai parlé de confiance, je crois. Hein?
Tellement je suis émotive, tellement le sujet m'embrouille que moi-même également je m'embrouille. Oui, je parlais de faire confiance. On se rend compte qu'il faut douter. Et le dernier sur lequel je vais m'appuyer, c'est de ce que j'ai lu. Apparemment, dès lors qu'une décision est tombée sur toi, tu ne peux plus faire un retour en arrière parce que on est en train de dire dans l'article que vu qu'on les a refusé le statut de réfugiés, ceux-ci ne peuvent plus rentrer, faire leur demande de résidence permanente ou garder un statut économique. Donc, faites très attention. On connaît généralement que dès que quelqu'un arrive au Canada, c'est chaud. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui va te dire, va demander l'asile, va demander l'asile. Faites très attention aux décisions que vous prenez qui vont impliquer toute une vie. Surtout si vous entraînez les gens avec. Parce que ça, c'est le côté négatif du Canada. Vous avez vu sur la dame nigérienne là. Elle a eu un problème, elle a entraîné toute sa famille avec elle. Tous ont perdu. Voici aujourd'hui un couple également qui tous sont obligés de rentrer. Donc ce n'est même pas le genre qu'une personne part et par derrière l'autre peut essayer de bagarrer pour ramener. Non, vous tous vous partez. Donc faites très attention aux décisions que vous prenez. Ils avaient tout pour demander, ils remplissaient toutes les conditions pour demander la résidence permanente. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire marche arrière parce que ceux-ci ont demandé l'asile et l'asile les a été refusé. Donc faites très attention. Mettez en doute les paroles des gens. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Dans un contexte où on manque de main-d'œuvre, où on manque d'immigration francophone au Québec, il y a une famille qui vient de la France à Saint-Raymond qui devra être expulsée de manière éminente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les copropriétaires du dépanneur Grande Ligne à Saint-Raymond. C'est un couple qui est arrivé avec 2 jeunes enfants il y a 5 ans dans la région. On était arrivé sur, pour la femme, un permis de travail, pour l'homme, un permis d'études. Par la suite, on a voulu renouveler ces permis. On n'a pas eu de retour rapidement de la part d'Immigration Canada. On a essayé de faire des suivis. On a dit que du côté d'Immigration Canada de ne pas s'inquiéter. Mais ce qui est arrivé, c'est que finalement, on a reçu une notice de l'Agence des services frontaliers du Canada qui dit qu'on va devoir renvoyer ces gens-là. On a essayé de faire appel, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc, ces gens-là devront quitter et c'est vraiment pas facile pour eux. On les écoute. Je demande de sortir, déjà d'avoir un délai pour cette mesure de renvoi, parce que clairement, on ne peut pas effacer 5 ans de notre vie en un mois, puis on ne peut pas tout vendre, tout arrêter en un mois. Puis notre vie, elle est ici, comme les enfants, toute leur vie ici, quoi. C'est ça que... Nos enfants, ils connaissent même pas la France, ils s'en rappellent pas, là. C'est surtout de se faire dire que personne ne peut rien faire, c'est pas vrai. Il y a forcément quelqu'un au gouvernement qui peut faire quelque chose. Je dois préciser ici qu'évidemment, du côté d'Immigration Canada ou du ministère de l'Immigration, on ne peut pas vraiment commenter des dossiers particuliers. Même chose pour l'Agence des services frontaliers. Donc, on a seulement la version de la famille, mais vous pouvez comprendre qu'en raison du contexte, ça fait énormément réagir ici. Tu dois quitter le pays 5 ans plus tard. Quand tu travailles, quand tu as un commerce, quand tes enfants sont impliqués et toi aussi, quand tu fais du bénévolat. Fait que je trouve ça vraiment déplorable. Personnellement, je vais contacter le ministre Fraser pour m'assurer qu'il y a toutes les options, toutes les opportunités, toutes les possibilités ont été explorées. Et je vais lui demander de déroger. Maintenant, c'est à lui de juger. La seule issue possible, ce serait l'intervention du ministre fédéral de l'Immigration. Mais évidemment, vous comprenez que c'est sensible parce qu'à un certain point, il faut que certaines lois soient respectées et ce serait mal vu un peu de l'ingérence politique dans certains dossiers. Ça s'est déjà vu parfois, mais quand même ici, c'est complexe. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Ici, Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, à Saint-Raymond-de-Portneuf.